qui donne une symptomatologie mineure. À côté des thrombopathies, on a à côté des anomalies des glucoprotéines membranées, on a les thrombopathies de sécrétion qui vont intéresser les granules alpha et les granules denses contenus dans les plaquettes. Donc, on a le syndrome des plaquettes grises qui est un déficit en granules alpha. Les granules alpha contiennent de fibrinogènes, le facteur de von Willebrand, le facteur 5, des facteurs de croissance angiogénique et des cytokines. On a également le syndrome du pool vide, qui est un déficit en granules denses contenant de l'ADP et de la sérotonine. Et on a également une anomalie du mécanisme sécrétoire, c'est-à-dire les granules sont présentes, mais leur contenu n'est pas libéré lors de l'activation plaquettaire. On a également d'autres types de thrombopathies, comme le syndrome de Scott, qui est une altération fonctionnelle de l'exposition des phospholipides procoagulants, à savoir la phosphatidylsérine, et qui est une maladie à transmission autosomique récessive. On a également les anomalies de récepteurs à l'ADP, au thromboxane, à l'acide arachidonique, aux prostaglandines. Donc, pour les thrombopathies acquises, elles peuvent être d'origine médicamenteuse, avec comme médicaments incriminés certains antibiotiques ou bien les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Elle peut être d'origine rénale, une insuffisance rénale ou bien une cirrhose hépatique. Les hémopathies malignes également peuvent être la cause de thrombopathie acquise ou bien un syndrome myéloprolifératif. Donc, toujours pour les troubles de l'hémostase primaire, on a la maladie de von Willebrand qui est définie par un déficit en facteur de von Willebrand. Ce facteur joue un rôle essentiel dans l'hémostase primaire de par sa liaison aux plaquettes et également dans son rôle il joue un rôle dans la coagulation par sa liaison au facteur 8 qu'il protège et assure le transport. Donc, le déficit en facteur de von Willebrand peut être quantitatif ou qualitatif et il existe trois types. Le type 1, c'est le plus fréquent, constitue 50 à 75% des cas et il s'agit d'un déficit quantitatif partiel et le dosage d'antigènes et d'activité est abaissé de manière corrélée. Pour le type 2, c'est des variants qualitatifs, donc constitue 25% des cas. On distingue 4 sous-types. Donc le type 2N, qui est une anomalie de liaison du facteur de von Willebrand au facteur 8. Le type 2B, qui est une anomalie de liaison du facteur de von Willebrand aux plaquettes avec une affinité augmentée. Le type 2M, c'est une anomalie de liaison du facteur aux plaquettes avec une affinité diminuée ici. Et le type 2A, qui est une anomalie de multimérisation du facteur de von Willebrand. On a le type 3, qui est rare, constitue 5% des cas, qui est un déficit quantitatif complet. Et là, les antigènes, comme l'activité du facteur, sont indétectables. Ici, nous avons un schéma qui résume un peu, c'est un arbre décisionnel pour l'orientation diagnostique devant une suspicion d'anomalie de l'hémostase primaire. Donc, quand on a des signes cliniques comme purpura ou bien des hémorragies cutanées ou muqueuses, donc ça fait suspecter une anomalie de l'hémostase primaire. Donc, les examens complémentaires à faire en première intention, c'est la numération plaquettaire. On peut doser le facteur de von Willebrand et faire le temps de saignement ou bien le temps d'occlusion plaquettaire. Donc, si on a une thrombopénie, donc les causes, on va s'orienter surtout sur les causes de thrombopénie acquise ou constitutionnelle. On peut également avoir des anomalies au niveau du facteur de von Willebrand qui va faire évoquer la maladie de von Willebrand avec ses différents types. Et si les plaquettes sont normales et le dosage du facteur de von Willebrand également normal, là on va s'orienter surtout vers l'exploration fonctionnelle plaquettaire. Et là, quand c'est pathologique, on conclut à une thrombopathie. Quand elle est normale, on va explorer d'autres
hypothèses comme une pathologie vasculaire. Donc, pour les étiologies toujours, nous allons maintenant au niveau des troubles de la coagulation avec ici l'hémophilie, qui est une maladie rare touchant un garçon sur 5000 naissances. Donc, on a deux types d'hémophilie. L'hémophilie A, qui est plus fréquente, 85% des cas, qui est définie par un déficit en facteur 8. Et l'hémophilie B, plus rare, 15% des cas, avec un déficit en facteur 9. Il s'agit d'une maladie à transmission récessive liée à l'X. Donc, les garçons sont atteints, seuls les garçons sont atteints, et les filles sont des conductrices. Donc, à l'exploration, on va avoir un allongement isolé du temps de céphaline avec activateur et le dosage des facteurs 8 ou 9 qui est abaissé. Donc, dans les formes sévères, on va avoir des taux de facteurs 8 ou 9 qui sont inférieurs à 1%. Dans les formes modérées, le dosage est entre 1 et 5%. Et dans les formes mineures, on aura des taux à entre 5 et 40%. Comme autre étiologie de troubles de la coagulation, on a la carence en vitamine K qui va affecter surtout les facteurs de vitamine K dépendants, à savoir le facteur 2, le facteur 2, la prothrombine, le facteur 7, la proconvertine, le facteur 9, qui est le facteur anti-hémophilique B, et le facteur 10, facteur STOA. Donc, à la paraclinique, on aura le temps de quick comme le temps de céphaline avec activateur qui seront perturbés. Et le dosage du facteur 5 non abaissé va aider au diagnostic. Donc, les étiologies de la carence en vitamine A peuvent être une obstruction biliaire, une mucoviscidose ou bien une résection du grain. Comme autre cause, on a également l'insuffisance hépatocellulaire qui va entraîner un déficit de tous les facteurs de la coagulation, presque tout, parce que la majorité est produite au niveau du foie. On a également la fibrinogénémie. Également, on peut avoir d'autres déficits congénitaux ou acquis en facteurs de la coagulation. Alors ici, on a un petit tableau qui va orienter les hypothèses en fonction des résultats de la numération plaquettaire, du temps de quick, du temps de céphaline avec activateur ou bien du temps de saignement ou le temps d'occlusion plaquettaire. Donc, on a plusieurs situations ici. Donc, la première, c'est quand on a une thrombopénie, c'est-à-dire un taux de plaquettes abaissé, avec le reste des explorations qui sont normales. Ici, le temps de saignement ne nécessite pas d'être fait parce que il sera allongé. Donc, dans cette première situation-là, c'est une thrombopénie. Il faut évoquer. Donc, qui est responsable sera responsable de l'allongement du temps de saignement et du temps d'occlusion. Donc, ce n'est pas indiqué, c'est pourquoi on n'a pas mis le résultat là. Donc, dans la deuxième situation, tous les paramètres sont normaux, sauf le temps de saignement qui est augmenté. Alors, dans ce cas de figure, on évoque une thrombopathie acquise ou congénitale, ou bien une maladie de von Willebrand avec peu de retentissement sur le TCA. Parce que, comme on l'a dit plus tôt, le facteur de von Willebrand agit un peu sur la coagulation avec son lien avec le facteur 8. Donc, ici, dans la situation numéro 3, le taux de plaquettes est normal, le temps de quick est normal, mais le temps de céphaline avec activateur est allongé, le temps de saignement est également allongé. Dans ce cas de figure, on évoque une maladie de von Willebrand. Et ici, c'est son rôle, le rôle du facteur de von Willebrand dans le transport et la protection du facteur 8 qui explique l'allongement ici du temps de céphaline avec activateur. Donc, dans la situation numéro 4, le taux de plaquettes est normal, le temps de quick normal, le temps de céphaline avec activateur normal, mais le temps de saignement ici est normal. Donc là, la coagulation
elle est atteinte de façon dissociée. C'est-à-dire le temps de kick est normal, le temps de se finir avec activateur est normal. Et dans ce cas de figure,